Bonjour tout le monde, la vie en couleur. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la Centauri Carbone 2. Vous avez envie de réaliser ce genre de print là multicouleur avec ce niveau de détail? Première imprimante couleur de chez Lego. On va regarder ça en détail avec vous. Bonjour, c'est Eric de Tech-Innov 3D. Alors cette Centauri Carbone, on va regarder d'abord ses tailles et dimensions. Pour ce qui est de ces dimensions, alors je vais mettre un petit bémol à ce que dit Lego et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la machine dans ses dimensions fait 500 par 480 par 743 de haut. Mais ça, ce sont ces dimensions qui sont réelles, sauf à une petite chose, c'est-à-dire qu'à l'arrière de l'imprimante, vous avez d'origine un fichier imprimé qui est une poubelle, et la poubelle est assez importante, donc elle rajoute environ 8 cm. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont développé des systèmes de récupération de déchets, et qui cette fois-ci vient sur le côté. Donc les dimensions que je vous donne, c'est hors poubelle, et puis suivant le système de poubelle que vous aurez, ça augmentera un petit peu, soit à l'arrière, soit sur le côté gauche de la machine, éventuellement une dimension un petit peu supplémentaire. Son poids net, elle fait environ 20 kg, c'est-à-dire 19,4 kg exactement, ce qui reste un poids tout à fait raisonnable pour pouvoir la manipuler. Alors, elle n'est pas transportable, mais de pouvoir la manipuler facilement. En ce qui concerne son alimentation électrique, bien évidemment c'est du 220 volts pour nous Européens. Et pour ceux que ça intéresse, pour la consommation électrique maximum, elle est de 1100 watts. Au niveau du niveau sonore, elle est à moins de 45 dB. Là aussi, je modère un petit peu. C'est vrai qu'en fonctionnement normal, elle est silencieuse, surtout que le capot en haut, lorsqu'il est en place, vraiment atténue de manière très importante le niveau sonore de la machine. Toutefois, si le ventilateur arrière du caisson se met en pleine puissance, alors on a un niveau sonore qui augmente, mais il faut reconnaître que ce ventilateur de caisson, qui maintient la température à l'intérieur de l'imprimante, il n'est pas fait pour fonctionner à 100%, c'est pas ce que vous avez, à moins de travailler directement sous le soleil et par des températures extérieures élevées, le ventilateur ne tourne pas à 100%. Petit point de détail, pas négligeable, par rapport à la Centauri Carbone 1, en ce qui concerne les pieds, ce sont des pieds qui sont déjà des pieds flexibles, vous savez, qui permettent d'amortir les vibrations de la machine, ce qui fait qu'on peut se passer d'avoir à imprimer ce qu'on faisait en TPU souple ou d'acheter les pieds qui permettent d'encaisser les vibrations. Là d'origine, elle en est dotée. Et puis les pieds sont réglables, donc ça aussi c'est une chose intéressante, si le plan de travail n'est pas parfaitement droit, de pouvoir adapter le niveau de la machine. Pour ce qui est du format d'impression, la Centauri Carbone, avec son plateau, permet une impression de 256 par 256 par 256. C'est un format carré. C'est une structure, ce qu'on appelle XY Core, fermée, complètement fermée. C'est-à-dire qu'elle est livrée, bien évidemment, avec la porte centrale pour la face avant. Et puis au-dessus, elle est livrée avec son capot
qui vient couvrir les tubes Boden qui amènent les multicouleurs qui sont sur le côté. En ce qui concerne ces vitesses d'impression, alors attention, les vitesses que je vous donne là, ce sont des vitesses maximum, puisque son accélération maximum va jusqu'à 20 000 mm/s². C'est juste énorme. Il faut le prendre comme étant une preuve, comme quoi la machine, par ses moteurs, est capable de se déplacer, en fait, déplacer la tête extrêmement vite. Mais je ne vous cache pas que on ne l'utilise jamais en cours d'impression. D'ailleurs, Elegoo préconise en accélération standard, c'est-à-dire en utilisation permanente, des accélérations de 10 000 mm/s². Concernant maintenant les vitesses d'impression, la machine est donnée pour des vitesses d'impression allant à 500 mm/s², sachant que là encore c'est la vitesse max et que Elegoo préconise en utilisation standard la vitesse de 250 mm/s². Sa précision d'impression est de plus ou moins 0,1 mm. La hauteur de couche va de 0,1 à 0,4 maximum. On verra ensuite le système multicouleur. Et elle est capable de prendre tous les matériaux, que ce soit bien évidemment le PLA, le PETG, l'ABS, l'ASA, le PLACF. C'est une imprimante capable, et on le verra par ses caractéristiques, notamment de tenue en température de la chambre, de prendre tous les filaments techniques. En ce qui concerne le plateau d'impression, eh bien, il fait lui 260 par 260 mm. Au niveau de ces capteurs, eh bien, la Centauri Carbone est bardée de capteurs. On a bien évidemment la caméra qui en fait partie, puisque la caméra est dotée d'une intelligence qui permet la détection des défauts d'impression. C'est le premier capteur. On a un capteur, bien évidemment, de présence de filaments qui se fait par le système multicouleur, c'est-à-dire le système Canva ou Canva. On a la détection de bouchage au niveau de la tête, une détection de présence ou arrachement du ventilateur de façade. On a, au niveau de la calibration, on a une calibration complète qui se fait lors de la mise en route de la machine, c'est-à-dire la calibration des vibrations, la calibration du plateau en 121 points. Et puis on a le calibrage du PID, c'est-à-dire de réglage de température de la buse sur son alimentation en montée et en descente de température. On a le déchargement automatique des filaments. Alors on le verra, lorsque la machine finit son impression, elle ne garde pas le filament dans sa tête, elle le retire, ce qui permet au niveau ici du Canva de pouvoir retirer directement le filament. Et puis on a bien évidemment la reprise de courant, c'est-à-dire en cas de rupture de courant, la machine se met en pause et lors de la revenue du courant, vous propose de reprendre l'impression. Au niveau de la connectivité de l'imprimante, eh bien évidemment on a, alors c'est un système Elegoo de fonctionnement, c'est développé par Elegoo, avec une mise à jour automatique. Lorsque vous l'allumez et qu'il y a une nouvelle mise à jour, la machine vous propose de mettre sa mise à jour en place. On a ici un écran tactile de 5 pouces, un petit peu plus grand que celui de la Centauri Carbone 1, et on verra là aussi dans son maniement qu'il est super convivial et super simple. On a au niveau des langages, on a le français évidemment, et puis toute une myriade de langues possibles. La connectivité, eh bien, soit on a toujours l'USB qui permet de pouvoir mettre directement des G-codes. Mais moi, principalement, je m'en sers en Wi-Fi parce qu'elle est en connectivité Wi-Fi, ce qui me permet de prendre la main sur l'imprimante et via le Wi-Fi, soit de lancer des impressions, soit d'importer des vidéos time-lapse, ou soit via l'application Matrix, de pouvoir piloter la machine à distance, même si je ne suis pas sur le même réseau que la machine. Et ça, je trouve que c'est un réel plus. Après, ce sont tous les formats qu'elle prend, c'est-à-dire les STL, OBJ, ainsi de suite. Tout ça, la machine est capable de les traiter. En ce qui concerne la tête d'impression, c'est une nouvelle tête complètement différente de la Centauri 1. En ce qui concerne la buse, je vous ai dit, elle est en acier laiton pour la résistance mécanique et la tenue en température. Sa température maximum est de 350 degrés. Le plateau
lui, monte à 110 degrés. Et la plage d'impression de fonctionnement de la machine, elle va de 5 à 40 degrés, ce qui permet quand même une plage d'utilisation relativement compétente. Surtout que je vous rappelle, grâce au ventilateur arrière, c'est une chambre active, c'est-à-dire qu'elle régule par sa ventilation directement sa température. La température est tenue non pas par un chauffage externe, mais par le chauffage du plateau lui-même. Et c'est là où le ventilateur entre en fonction ou pas pour maintenir la température. Puisqu'on parle de ventilation, il y a 3 ventilateurs sur la machine. Un, bien évidemment, au niveau de la tête, directement pour l'impression. 2 latérales qui permet d'avoir une circulation d'air au niveau du print. Et 3, le système arrière qui permet de réguler la température de la chambre. Alors, on retrouve le système aimanté du ventilateur avant, et moi je trouve ça très pratique parce que vous voyez que ça donne accès facilement au corps à la hot end, le système de chauffe. D'ailleurs, la buse est en acier laiton, qui permet d'avoir une résistance mécanique, notamment pour les filaments techniques, et le laiton pour la conductivité de la chaleur. Le corps à l'intérieur, le heat break, est en titane, ce qui permet là aussi une résistance mécanique importante. Et puis on a ce système, vous voyez, si on a un décrochage de la tête en cours d'impression, parce que ça vient à bouger en frottant, le print enlève la tête, et bien la machine vous indique une erreur. Vous voyez, je la remets en place, et l'erreur va disparaître. Voilà, l'erreur disparaît. Si je retire la tête, on a une erreur. Ce qui sont quand même des choses pour sécuriser. L'entraînement, cette fois-ci, ici derrière, c'est du direct drive à double engrenage. Je vous l'ai dit, la buse est en acier trempé. Alors en standard, elle est livrée en 0,4, mais on peut mettre des buses de 0,2. Le plateau, lui, fait 260 par 260. C'est un plateau aimanté et que vous voyez, il est double face. Alors il y a une partie texturée, entre guillemets, qui est standard pour le PLA PETG, et puis on a une partie lisse dessous, voilà, qui permet une adhérence plus importante. Sa mise en place est super simple parce qu'il y a des butées à l'arrière du plateau. Il suffit simplement de l'amener en butée et on pose le plateau et c'est fait. Le nivellement automatique se fait par 121 points, c'est-à-dire que la tête vient prendre 121 points sur la totalité du plateau, pour constituer l'ensemble du mappage de l'impression. Pour ce qui est de la motorisation de l'XY Core, eh bien, on a 3 axes, un à l'avant gauche, un deuxième à l'avant droite et un derrière, ici que vous voyez au fond, qui sont les 3 axes, chacun animé par un moteur différent. Les moteurs sont silencieux, puisqu'on arrive à moins de 45 dB en cours d'impression, ce qui est quand même pas mal. La carte mère, elle, est une carte mère développée en interne par Elegoo. Et puis on voit le système d'éclairage, qui a été amélioré par rapport à la Centauri 1, vous voyez tout à fait en haut, qui permet d'avoir un super éclairage interne de la machine. On a sur le côté, je vais essayer de vous la montrer, si vous la voyez ici, j'espère, une caméra qui a des fonctions AI, c'est-à-dire de détection, qui permet notamment de détecter soit le manque de filament, soit un print qui est raté, qui part en spaghetti sur le plateau, et la machine se met en pause. Le système multicouleur d'Elegoo, là on est sur le côté de la machine, et là vous voyez que j'ai mes 4 bobines qui sont en place. D'ailleurs, je vais vous parler de celle-là, qui est un petit peu particulière. On commence par le système Canva, il est sur le côté de la machine tout à fait en haut. Vous avez les 4 tubes PTFE qui permettent l'entrée de la machine. Je vous ai dit qu'elle était en déchargement automatique, ça veut dire que dès que l'imprimante ne fonctionne pas, elle retire l'ensemble des filaments. Vous voyez, si je prends le filament et que je tire, eh bien, il vient. Il n'est pas prisonnier dans la tête, c'est-à-dire que vraiment à chaque impression, la tête se vide du filament, c'est plutôt une bonne chose. Et si c'est allumé, ici, c'est que la présence de filament est détectée. Sur cette partie-là, vous avez une détection RFID, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est les puces que peuvent avoir les bobines, et je présente la bobine face au RFID, la machine identifie le type de filament et ses caractéristiques, et vous l'incrémente directement sur le tableau de la machine. On met ensuite la bobine en place,
on charge le filament et c'est parti. Au niveau des porte-bobines, ben vous voyez que les bobines ont un système réglable qui permet d'adapter un certain nombre de diamètres intérieurs. Alors c'est pratique, mais il peut arriver, et là vous voyez c'est le cas, ici, j'ai une bobine, je crois que c'est un cubique il me semble, où j'ai un diamètre intérieur beaucoup plus gros que celui de la machine. Alors, je pense qu'il y aura des adaptateurs qui sortiront, mais sinon, bah, la solution que moi j'ai trouvée, simplement, hein, hop, je le remets en place. Comme ici, vous voyez, les pattes sont mobiles, je suis simplement venu écarter une patte pour éviter que la bobine reparte en arrière, tout simplement. Alors, c'est pas très élégant, mais bon, c'est un problème qui est facile à régler. Voilà, les 4 bobines sont en place, les 4 détections sont en place, la machine, elle, ensuite, est prête à imprimer, à charger automatiquement son filament et à faire l'impression. Je vous en ai parlé lorsque je vous ai donné les dimensions de la machine. On a à l'arrière ici l'éjection des déchets. Alors, dans les fichiers à imprimer lorsque vous recevez la machine, il y a notamment cette poubelle qui est assez conséquente, qui est assez grosse. Je l'ai bien vissée, je ne vais pas pouvoir la retirer. Mais vous voyez qu'il augmente sensiblement la dimension arrière de la machine. Alors pas autant que la poubelle, parce que vous voyez qu'on a une bobine qui dépasse déjà un petit peu, mais je vous dis, on perd 4, 5, 7 cm à l'arrière. Alors ce problème, il est en partie, il peut être modifié parce que vous allez trouver des fichiers qui récupèrent la sortie de filament et qui ensuite, par un rail, vous l'amènent sur le côté. Ce qui permet d'avoir moins d'encombrement à l'arrière, mais par contre on en perd un petit peu sur le côté. Voilà, c'est pas le bout du monde, mais autant vous le signaler. Concernant les pieds, alors on le voit pas forcément, mais vous voyez ce sont des pieds souples. C'est-à-dire que je vous ai parlé des tampons anti-vibration, vous voyez que le pied lui-même est un pied souple, ce qui permet d'amortir les vibrations. Autre point, et que je trouve intéressant aussi, pas négligeable, c'est qu'il est réglable. Voilà, qui permet d'adapter la hauteur de la machine suivant le plateau que vous avez. Mais le plus important, je crois, c'est le système vraiment de souplesse qui permet d'amortir les vibrations parce que lorsqu'elle est en pleine puissance, elle remue un petit peu. En ce qui concerne l'écran de contrôle, eh bien, bon, je viens d'allumer la machine. Voilà l'écran d'accueil que vous avez. On va regarder les paramètres. D'abord sur la petite maison qui prend les paramètres globaux. On va retrouver l'éclairage interne de la machine. Le réseau Wi-Fi qui vous donne le niveau de réception avec toute la liste des réseaux sur lesquels vous pouvez vous connecter chez vous. On a la température de la buse. Oups là, je reviens en arrière, ici. Que je peux paramétrer. Là, vous voyez, elle est à 16 degrés, il ne fait pas très très chaud. Et si je clique dessus, je peux manuellement la commander. Et je vais avoir la température de la buse, éventuellement la température du plateau que je peux mettre. Ici, on a la température de la chambre, vous voyez, elle est à 14 degrés. Et ici, on a le mode d'impression. Mais c'est un menu sur lequel on retrouvera tout à l'heure dans les réglages. On a le plateau, je vous l'ai montré, la ventilation. Eh bien, on a les 3 ventilateurs dont je vous ai parlé. Donc, on a le ventilateur du boîtier, ici. On a le ventilateur du modèle. Et on a le ventilateur auxiliaire. Alors, je vais vous montrer le niveau sonore de la machine à son niveau maximum. Vous voyez, je prends le ventilateur. On va prendre le premier. Ventilateur du modèle, je vais le mettre en route et je le mets à 100%. S'il veut bien, voilà. Donc, je le laisse monter. Là, vous avez le niveau sonore du ventilateur du modèle. Je vais rajouter le ventilateur auxiliaire, qui est le ventilateur sur le côté de la machine. Je le mets en haute et je le monte à 100%. Là, on a un niveau sonore qui augmente, mais qui est très sincèrement, qui est très acceptable. Et puis le dernier, et c'est le plus bruyant, on a le ventilateur de la face arrière de la machine. Si là je le mets en route et que je le mets à 100%, ce qui ne se produit jamais, hein,
et ben vous voyez que là, c'est le ventilateur le plus bruyant. Mais je vous dis, il est à 100%, ce qui ne se produit jamais. Moi, chaque fois que j'ai eu des impressions que j'ai eues, il tourne à 10-20% pour tenir la chambre en température. Et là, vous voyez, on ne l'entend plus. Je rééteins le ventilateur arrière. Je rééteins le ventilateur du modèle. Et je rééteins le ventilateur auxiliaire. Et là, vous voyez, évidemment, la machine, on ne l'entend plus. Au niveau ici des fichiers, dans les dossiers, on a les fichiers qui sont locaux, c'est-à-dire qui sont stockés sur la mémoire de l'imprimante. On a éventuellement les fichiers, là, vous voyez, j'en ai pas, parce que je me sers que de la clé, que de la connexion Wi-Fi. On peut avoir les fichiers du disque USB, et ici, on peut avoir les historiques d'impression avec la liste d'impressions qui ont été faites. Au niveau des réglages de la machine, eh ben, on retrouve ici le panel de ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, le réglage des températures. Ici, le mode d'impression. Équilibré, je vous rappelle que c'est 100%. Quand c'est sport ou que c'est furieux, on monte à 130, je crois, et 150%. Je vous le détaillerai, j'ai plus ça en mémoire. Et lorsqu'on est en silencieux, on est à 50%. Ici, l'extrudeuse, c'est pouvoir faire avancer le filament ou le faire retirer. On s'en sert pratiquement plus avec le système de retrait automatique. Ici, au niveau des bobines, ça c'est une nouveauté et c'est extrêmement simple à faire. J'ai les bobines que j'ai sur le côté. Et si je change de bobine, on a deux systèmes pour le faire. Soit la puce RFID, c'est-à-dire la puce présente sur la bobine qui vient se détecter sur le canevas et la machine se paramètre toute seule. Soit on a des bobines standards de n'importe quelle marque. Et bien là, je clique sur la bobine concernée, je vais cliquer sur éditer, et là je vais dire si c'est une marque Elegoo ou si c'est une marque générique. Hop, en cliquant dessus, marque générique ou marque Elegoo. Ici, le type de filament que c'est, PLA, PETG, ABS, TPU, et il y en a toute une liste. Hop, TPU, vous voyez, PA, CPE et ainsi de suite. On marque ici, c'est pareil, le type de filament que c'est, on reconfirme que c'est du PLA. Ici, je peux préciser la couleur de mon filament. Ça, c'est pour vous une aide visuelle, pour que vous ayez en mémoire la couleur qui est chargée. Ici, on a la plage de température qui est soit incrémentée automatiquement par la puce RFID ou par le type de filament, mais toutefois, je peux aller ici modifier sur le filament, notamment sur les paramètres du slicer. Et puis une fois que c'est fait, ben, on confirme. Et puis la bobine ici est paramétrée. Et on fait le reste pour les 4 bobines. Et puis en dernier, on a les paramètres, un peu plus complets, où on peut régler la luminosité de l'écran, savoir si l'écran il reste tout le temps allumé ou si au bout d'un certain temps il se met en veille. Les langues, ben, hop, vous voyez, il m'a pris à distance. Toutes les langues. Le calibrage, c'est là où on va choisir soit un type de calibrage, nivellement automatique, vibration, PID, ou soit l'autocontrôle rapide, et dans ce cas-là, je choisis quel est le test que je veux faire, ou tous les faire, et dans ce cas-là, on démarre. Une calibration complète prend environ une vingtaine de minutes. On revient en arrière. Ici, l'option Canva. Recharge automatique du filament, ça c'est lorsque le filament est épuisé, et bien le système change le filament avec les propriétés identiques si on veut que l'impression se continue, quel que soit le filament. Je reviens en arrière. Le décalage aide, eh ben cette opération se fait en cours d'impression, c'est ce qui permet de calibrer manuellement, de pouvoir corriger le niveau de tête. Mais vu son nivellement automatique et la qualité de la première couche que la machine génère, je ne pense pas que vous en ayez beaucoup besoin. Exporter le journal, c'est lorsque vous avez éventuellement une erreur sur la machine, pour que ça puisse vous servir à vous ou aux gens d'Elegoo avec qui vous dialoguerez, c'est d'exporter le fichier log qui permet de retrouver quelles sont les commandes de la machine qui ont posé souci. Réglage du fuseau horaire, c'est l'endroit où vous êtes. Contrôle des mises à jour, alors là vous voyez j'ai une mise à jour, mais elle est en mise à jour automatique, c'est-à-dire dès que la machine s'allume, elle va vérifier s'il y a une proposition de mise à jour que vous pouvez mettre à niveau ou pas. Rétablir les paramètres d'usine, ça si vous avez trop tripoté les réglages et que vous ne savez plus où vous en êtes, vous pouvez revenir au nivellement.
LAN uniquement, c'est pour ce qui est le réseau. Récupération de perte de puissance, c'est la coupure d'électricité. Capteur de filament, la réponse est oui, hein, c'est ça, on imprime que s'il y a un filament présent. Assistance de l'appareil, c'est les messages d'erreur que vient afficher la machine. Il y a un petit assistant qui éventuellement vous le rappelle. Et détection de blocage, si le filament, soit par du bouchage, soit par un nœud sur la bobine, vient à se bloquer. Voilà, on a fait le tour de l'ensemble des commandes. Vous voyez, c'est super simple, c'est super didactique. Et le petit assistant, je peux même pas vous le montrer parce que c'est en cours d'impression, ou s'il y a un problème, vous avez un petit bonhomme, si le voilà, le bonhomme ici, et s'il n'y a pas de souci, il vous dit qu'il n'y a rien à signaler. Et si éventuellement on a des historiques des erreurs, vous voyez, on a des erreurs ici. Alors, les erreurs 707 que j'ai eues, ce sont les erreurs lorsque je retire le capot du ventilateur de la tête. Oui, je peux vous le refaire, je réouvre. Si je bouge, là je vais l'enlever. Si je l'enlève, vous voyez, on a un affichage d'erreur. Elle est super assistée, elle est super pratique. Alors, c'est pas très évident de filmer un téléphone, mais je voulais vous montrer l'application Matrix qui vous donne accès à l'imprimante où que vous soyez. Pas forcément sur le même réseau informatique, mais même très loin de l'imprimante, ça permet de fonctionner. Alors, on a bien évidemment la vue de la caméra, on a la pièce qui est en cours d'impression, et ici en dessous, on a différents types de réglages et actions qu'on peut avoir sur l'imprimante. Je peux suspendre l'impression. Je peux arrêter l'impression si toutefois je constate un défaut que la machine n'a pas détecté. Je peux varier les températures, vous voyez là je suis à 210 degrés. Je peux saisir la température et la modifier. Idem pour le plateau, on peut modifier la température sur le plateau. Et puis on peut changer les modes d'impression, vous voyez je suis en mode équilibré. Je pourrais changer la vitesse d'impression, donc silencieux 50%. Équilibré c'est 100%, mode sport 130 et mode ultra rapide 160%. Voilà, alors après il y a sur les filaments où on peut faire apparaître les filaments et éventuellement pouvoir les changer. Mais enfin le principe de voir l'impression en cours et éventuellement de la suspendre ou de l'arrêter si on constate que quelque chose n'est pas bon, je trouve ça surtout super intéressant. Parce que avant il fallait être sur le même réseau, mais là véritablement c'est visible et on peut faire les actions à distance.
Bien les amis, nous voilà au niveau de la conclusion. J'espère avoir été complet. De temps en temps, je me suis un petit peu répété. Si vous avez des questions, des remarques particulières, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et puis, comme on dit d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, ce sera extrêmement gentil. Petite chose, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aborder des sujets qui fâchent. Pour la CC1, il avait été annoncé à l'origine de la CC1 qu'un kit multicouleur serait ensuite proposé. J'ai vu un certain nombre de débats, certaines mêmes insultes à l'égard des Lego, comme quoi ils ne respectaient pas leurs paroles. Alors sachez, d'après les informations que j'ai, et qui pour le coup sont fiables, c'est que le kit d'upgrade de la CC1 va arriver. Certes, il prend du temps, mais il va arriver. Pour ceux qui ont choisi de bénéficier des coupons de remise, soit en filament, soit en achat d'imprimante, eh bien, ils seront applicables, la remise sur l'achat de l'imprimante, ils seront applicables sur la CC2. Que voulais-je vous dire d'autre dans les sujets qui fâchent? Oui, elle a tardé, la CC2, entre son annonce et sa présentation à Francfort, et puis aujourd'hui, nous sommes presque fin janvier, mais en tout cas, elle est là, et d'après ce que j'en ai vu, elle donne entièrement satisfaction. Alors déjà, la CC1 m'avait donné satisfaction, mais la CC2 sur une multicouleur, et moi c'est la première fois que j'utilisais une multicouleur, parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Alors certes, il y a des imprimantes multitêtes, qui sont quelquefois à des prix très très élevés. Là, il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a un prix nettement plus abordable. Mais il faut savoir que, elle n'est pas complète, parce qu'il n'y a pas le capot supérieur, il n'y a pas un certain nombre de choses, il n'y a pas les capteurs, elle ne peut pas supporter l'ensemble des filaments techniques. Là, la CC2, elle, a la capacité de supporter les filaments techniques, mais reste une imprimante couleur avec une seule tête d'impression. Alors, une seule tête d'impression, ça veut dire quoi? Ça veut dire des déchets. Et moi, c'est toujours ce qui m'avait un petit peu gêné. Alors, dans ce que je vous ai montré, j'ai imprimé, parce que je suis français, j'ai imprimé la Tour Eiffel en bleu, blanc, rouge. Alors, simple d'impression, qu'on peut faire avec une imprimante classique en mettant des pauses, puisqu'on a simplement un changement de couleur par étage. Par contre, c'est ce que je vous mettais sur la vidéo, je ne sais pas si vous le voyez, appréciez la rambarde, parce que la machine, la Tour Eiffel a été imprimée sans support. Et ça, c'est quand même très très beau. Sinon, dans la vraie impression multicouleur, alors je me suis amusé à réaliser des petits porte-clés du fameux loup dont tout le monde parle pendant un moment. Alors, vous voyez, ils sont petits, comparé à ma main. Et là, c'est vraiment de l'impression multicouleur, parce qu'au sein de la même couche d'impression, je vais essayer de vous le mettre près, au sein de la même couche d'impression, on a des changements de couleur. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous voyez, on a du gris, du blanc, du jaune et du noir pour les yeux. Et là, effectivement, c'est ce qui génère le plus des déchets. Regardez la qualité d'impression. Celui-là, je l'ai imprimé en 0,1, je crois, de hauteur de couche. Mais c'est vraiment une impression super propre. Concernant les déchets, alors, les paramètres avec lesquels j'ai imprimé sont les paramètres standards. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à faire d'économie ni à réduire la taille des déchets. Sachez deux choses. C'est que, on peut les réduire. Au niveau du slicer, on a des paramètres, je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, on a des paramètres sur le slicer au niveau du multicouleur où on peut réduire les quantités de purge, la dimension de la tour de purge, que j'avais modifié. Vous voyez, c'était la tour de purge, donc vous voyez, elle était droite comme ça, avec une petite section que j'avais volontairement réduite. Et ça, c'est la tour de purge du loup, mais cette fois-ci, je n'ai pas réduit sa section. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même dimension. Il y a des paramètres sur lesquels on peut réduire cette dimension de tour de purge, et on a des paramètres sur lesquels on peut demander à l'imprimante, non pas de générer des déchets, mais de purger son changement de couleur à l'intérieur du print que l'on fait. En l'occurrence, sur le remplissage, comme ça, elle purge sa couleur, elle change sa couleur, mais elle continue l'impression. Alors ça, ce sont des paramètres que je chercherai à optimiser, mais il faut avouer, il n'y a pas à se masquer la face, que imprimer en multicouleur, si c'est joli et si c'est pratique, parce qu'on fait des modèles
sans avoir à les peindre et vraiment super détaillés, ça génère des déchets. Et puis ces déchets, on verra, j'ai entendu que certains constructeurs allaient sortir des broyeuses extrudeuses qui permettront de récupérer les déchets pour refaire du filament. Bon, ça reste encore un petit peu à voir. Le deuxième point, c'est que je discutais avec certains de mes clients, parce que j'ai une petite boutique, donc certains de mes clients qui viennent me voir, et je leur ai demandé par an combien de filaments ils utilisaient. Et a priori, ça n'a pas de valeur autre que celle que je vous dis, ça n'engage que moi, sont environ à 5-6 kilos par an maximum sur ce qu'ils utilisent. Si je vous dis ça, c'est parce que maintenant on va parler prix. Alors c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est le plus intéressant. Eh bien, les imprimantes dont je vous parlais en multitête, la plus chère, qui est une belle machine sans doute, mais est à 4 000 €. Et la dernière qui vient de sortir, dont on voit beaucoup de publicité, avec 4 têtes d'extrusion, est aux alentours des 1 000 €. Peut-être un petit poil moins, mais aux alentours des 1 000 €. La Centauri 2, sauf erreur de ma part, alors le prix de la CC2, grande nouvelle, roulement de tambour, est à 439 €. Alors, c'est cher, c'est pas cher. Moi, mon avis personnel, pour avoir une imprimante de ce style-là, avec tous les capteurs qu'on pose dans un endroit, c'est le plug and play. On la pose, on met le filament, elle se calibre et ça fonctionne tout seul. Elle est à 439 €. Je vous répète bien, 439 €. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai regardé sur ses concurrentes, en multitête notamment, eh bien on a une différence de, on va dire, 500 €. Et je me suis dit, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que 500 € d'écart, 500 € plus cher, même en dépensant du filament dans les déchets, à 20 € la bobine, là aussi je fais une cote très très large, eh bien on est à 20-25 bobines de différence entre le prix d'une Centauri Carbone 2 et une imprimante concurrente qui peut être une multitête. Et si on est sur 20 ou 25 bobines, on ne va pas faire les comptes à l'euro près, on est sur 2 à 3 ans d'utilisation. C'est-à-dire que même en perdant de l'argent sur les déchets, eh bien, arrivé à 3 ans, CC2 plus la valeur des déchets, on en est au niveau d'une imprimante multitête. Alors les choses évolueront, et sans doute que les prix se démocratiseront, et puis peut-être que les goûts sortira une multitête à l'avenir. Mais en tout cas, je veux dire que la qualité de la machine, le fait qu'elle puisse traiter tous les matériaux, y compris des matériaux techniques, si vous avez envie d'imprimer facilement de l'ABS ou du renforcé carbone, eh bien l'imprimante, elle est faite pour ça, parce qu'elle a la gestion de température et de cuisson qui est faite pour ça. Et puis, je me dis que c'est vraiment une machine qu'on met chez soi, plug and play, et qui fonctionne. Donc je suis plutôt, moi, si j'étais partagé sur la quantité de déchets, je me dis qu'à la longue, ça a certes un impact, ça nous embête de jeter des déchets, mais que financièrement parlant, en tout cas, on s'y retrouve largement parce qu'on se donne rendez-vous dans 3 ans, et d'ici 3 ans, je pense que les machines auront beaucoup évolué. Voilà mon compte rendu sur la CC2. Je la trouve excellente machine. Déjà la CC1, c'était vraiment du bon résultat à chaque fois, j'ai jamais eu de soucis. Autant la CC2, d'après le peu de tests que j'ai fait, ne générera pas de soucis. Alors je ferai plus de publications, surtout sur le multicouleur, pour vous montrer soit des impressions de figurines en multicouleur, mais quelque chose que j'aime bien, que j'ai envie de faire, qu'on appelle les U-Forge, qui sont des tableaux, en définitive des tableaux, mais traités en multicouleur. Je vous en mets une image là. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent. Voilà. De la même manière que ça m'a amusé d'imprimer ce petit loup avec, il n'y a pas de démontage, il n'y a pas de choses à coller, ça sort direct comme ça. Et je trouve ça super. Voilà. Dans vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi vos remarques, vos critiques s'il y a lieu. Et puis je vous le répète une nouvelle fois, ce serait gentil si vous vous abonniez ou si vous partagez cette vidéo.
En tout cas, voilà, ça me récompenserait du temps à passer. Et puis merci à Elego, parce que de m'avoir envoyé la CC2, voilà, c'est une bonne surprise et j'ai été ravi de la tester pour vous. Portez-vous bien, bon print, et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.